ainsi, laïcs, démocrates, nostalgiques et même religieux ont investi dimanche les rues des villes égyptiennes avec tous le même mot à la bouche, dégage. Ceux qui ont désinvesti l'ancien dictateur en février 2011 sont revenus sur les lieux de cet autre printemps pour reprendre, déjà alors, de la démocratie et sont venus rappeler sans doute qu'ils détenaient après tout une grande part de la souveraineté du pouvoir. Alors que l'ultimatum posé par l'armée et les contestataires représentés depuis hier par El Baradei se termine aujourd'hui. On se demande bien comment qualifier le mouvement. Certains parlent de troisième étape de la révolution, d'autres prévoient des réformes et d'autres disent que tout simplement c'est une révolution qui continue. Ne reste-t-il amorci alors comme à Moubarak alors que la possibilité de dégager? Autant de questions que nous allons nous poser ce matin avec nos invités. Bernard Rougier, bonjour. Bonjour. Directeur du Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale au Caire, le fameux CEDEJ, avec notamment parmi vos livres L'Oumma en fragments au PUF en 2011, Pierre-Jean Louisard, historien, chercheur au CNRS, spécialiste de l'histoire contemporaine des islams dans les pays du Moyen-Orient, où vous avez longtemps et vous séjournez régulièrement. Un de vos derniers livres, Les sociétés civiles dans le monde musulman, à la découverte, en 2011. Et puis nous sommes accompagnés par la Kérote du 10e de l'immeuble Radio France, Claude Guibal. Bonjour Claude. Bonjour Marc. Et dans un instant, avant de comprendre un peu tout cela, tout ce qui se passe, on a aussi envie d'essayer de sentir, de ressentir qui c'est l'air de la rue au Caire. Et nous retrouvons, je crois que la ligne n'est pas très bonne, mais on va prêter l'oreille. Nous retrouvons en direct du Caire, où il est exactement la même heure, à 7h45, un des invités habitués des matins de France Culture pour comprendre la situation, le blogueur, artiste, plasticien Alam Ouassef. Vous m'entendez, Alam? Allô? Bonjour Marc. Oui, bonjour Alam Ouassef. Oui, je vous entends, bonjour. Alors peut-être, écoutez, je disais, ouvrons la fenêtre de Radio France pour essayer de sentir l'air du Caire. Comment et que se passe-t-il et comment est l'atmosphère ce matin au Caire? Que se dit-il à la radio? Comment est la rue, tout simplement? Alors, tout simplement, le Caire dort parce qu'il n'est que 7h45 du matin et ça fait maintenant 3 jours que tout le monde s'est un peu déconnecté de la vie quotidienne, c'est-à-dire on ne va pas au travail, mais on va à la rue pour manifester contre Morsi et exprimer en fait, non pas sa colère, mais sa joie d'être dans la rue à nouveau. C'est un rassemblement massif, beaucoup plus important sans doute que le 25 janvier 2011 en nombre, simplement. C'est très 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 confus sur le plan politique. Et maintenant, ce qu'on attend ce soir, en fait, c'est simplement une suite des célébrations qui se produisent depuis déjà 3 jours. Je dis célébration à dessein parce que il n'y a pas de suspense, en fait. L'armée a déjà pris ses décisions. Et dès le 1er juillet, c'est-à-dire tout de suite après avoir fait sa déclaration numéro 1, elle s'est précipitée sur Tahrir, l'armée, avec des hélicoptères qui ont lancé des drapeaux. Donc on est déjà en train de célébrer l'après-frère musulman. On est en train de célébrer l'après-Morsi? Je dis l'après-frère musulman parce qu'il n'est pas du tout évident qu'il dégage, entre guillemets. Il est tout à fait possible qu'on ait une cohabitation, en fait, un peu à la Chirac-Mitterrand de 86, c'est-à-dire, et d'ailleurs encore plus poussé que ça, c'est-à-dire un Morsi vidé de son pouvoir avec un gouvernement qui n'est pas de cette couleur politique, et qui soit là simplement, en fait, un président fantoche, un musulman, mais tout le reste, il n'a absolument rien à voir avec lui. Comme on vous entend pas très bien, juste une dernière question. Est-ce que l'on craint tout de même, alors à nouveau des violences? Il y a eu des morts au cours des manifestations et ces dernières heures. Il y a aussi, hélas, il faut quand même le rappeler, des exactions des femmes ou des homosexuels pendant ces manifestations qui sont visées Oui. et violentées. Comment vous sentez que les choses peuvent évoluer du côté de la rue tout de même? Célébration certes, mais aussi violence, non? Oui, violent, il y a eu des violences, mais si vous voulez, ces violences sont beaucoup moindres si l'on compare en fait à ce qu'il y a pu avoir contre la police ou contre l'armée tout au long de ces 2 dernières années, 3 ans. Là, comme la mobilisation dans la rue est massive, il y a une espèce d'effet tampon, un peu sac de table de toutes les populations. Ouais. Donc, moi, je suis étonné qu'il y ait si peu, c'est atroce ce qui se passe, il y a des confrontations affreuses, il y a eu 5 morts encore hier soir, etc. Et la violence faite aux femmes dans le Tahrir est un des sujets les plus affreux. Il y a eu
cas d'agression sexuelle le 1er juillet. Il y en a eu 15 avant-hier et 25 hier. Merci Alain Ouassaf. On continuera de suivre avec vous ce qui se passe dans la rue égyptienne ou la rue du Caire. Nos invités, Bernard Rougier, Pierre-Jean Luizard. Comment commenter peut-être d'abord de façon générale, et nous rentrons plus dans les détails parce qu'il y a des forces en présence très complexes, hein, tout n'est pas aussi simple que l'on pourrait tout de même le penser, mais est-ce qu'on peut quand même dire au fond qu'on est là dans un processus de révolution, si j'ose dire, entre guillemets, normale, hein, depuis 2011, janvier 2011, qui répond ? Bernard Rougier ? Oui, moi je crois que Alors c'est très intéressant parce que les acteurs égyptiens disent toujours la révolution pour parler de la séquence 25 janvier, 11 février, chute de Moubarak. En réalité, je crois ils comprennent progressivement que c'est une révolution structurelle. C'est une remise en cause fondamentale des rapports État-société. C'est un refus de l'autorité. C'est la recherche de nouvelles formes de gouvernement. Et simplement, ça se cherche. Et ça donne à la fois cette instabilité, mais l'instabilité est maintenant structurelle, à mon sens. Donc c'est un processus révolutionnaire qui n'est pas terminé. Pierre-Jean Luizard ? Oui, je crois que les événements d'Égypte nous montrent la confusion dans un laps de temps extrêmement limité de processus qui ont mis des décennies, voire des siècles en Europe, dans la mesure où on a à la fois une révolution contre un système autoritaire, mais également l'émergence de nouvelles revendications issues de sociétés civiles au pluriel. Et ce qui était très intéressant, c'est que votre interlocuteur au Caire a dit c'est en fait la fin des frères musulmans, mais dans les deux camps, il y a une remise en cause parce que le rôle de l'armée aussi devrait appartenir au passé dans le rôle qu'elle s'est acquise normalement dans la récupération du mouvement révolutionnaire. Sans doute, on rentrera dans les détails plus avant sur cette question de l'armée, mais après tout, la question, là, déjà, on peut la poser, très simple. L'armée protège qui, dans cette question-là, les intérêts du peuple souverain ou ses propres intérêts? L'armée protège ses propres intérêts, elle n'est pas passée du côté du peuple, elle jauge au jour le jour les rapports de force et elle agit en fonction des rapports de force. Ce serait une très grande illusion de croire que l'armée protège la révolution et surtout pourrait être le vecteur d'expression de sociétés civiles qui se cherchent. Sur cette question, Bernard Rougier ? Oui, je suis absolument d'accord. L'armée veut évidemment empêcher la guerre civile, la polarisation absolue, les affrontements, mais à la fois elle ne veut pas revenir sur le devant de la scène parce que son expérience n'a pas été très bonne pendant la période de transition qu'elle a mal gérée. Elle cherche un petit peu à savoir vers où va aller le vent pour l'accompagner et préserver ses positions. Mais selon vous, elle a déjà démissionné, Morsi ? Moi, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. On fait beaucoup de projections là-dessus, mais c'est pas fait. Hein. Non, lui, il dit qu'il ne partira pas. C'est très intéressant parce que dans le discours de Morsi d'hier soir, chacun cherche à faire croire aux autres que l'armée est dans son camp. C'est pas clair du tout. Claude Guibal. Oui, moi je partage absolument ces avis. De toute façon, c'est effectivement ce qui se passe depuis 3 jours prouve qu'on est dans une révolution et pas dans une révolte. Et d'ailleurs, quand les Égyptiens parlent de la révolution égyptienne, ils appellent ça la révolution du 25 janvier, pas la révolution du 11 février, qui est le jour où Moubarak a quitté le pouvoir, mais celle du 25 janvier, le jour où le peuple est descendu dans la rue, non pour demander au départ le départ d'Hosni Moubarak, mais pour demander du pain, la liberté et surtout la justice sociale. Et si on voit aujourd'hui le peuple descendre de façon alors bien plus massive qu'il y a 2 ans, c'est bien parce que ces objectifs-là, qui étaient les objectifs minimums de la révolution, n'ont pas trouvé de réponse auprès de Mohamed Morsi. Et c'est vrai que le discours d'hier soir de Mohamed Morsi était absolument terrifiant. En fait, on a assisté cette nuit. Les Égyptiens ont revécu en fait. C'est pour ça qu'ils dorment encore. Ils dorment encore parce qu'à 1h du matin, comme à l'époque du début de la révolution, ils étaient devant la télévision à attendre ce discours de Mohamed Morsi où on a assisté pendant 45 minutes à un discours complètement autiste d'un président centré sur lui-même qui a répété plus de 30 fois le mot légitimité, ma légitimité, je sacrifierai jusqu'à mon sang pour ma légitimité, la légitimité du pouvoir. Et on voit aujourd'hui l'Égypte qui est dans une position vraiment des plus confuses. Alors il y a un an, rappelle notamment La Croix qui fait ses 2 pages de dossier aujourd'hui, il y a un an, Mohamed Morsi promettait la Narda, la renaissance aux Égyptiens. Un an
plus tard. Des millions d'entre eux réclament donc son départ. J'aimerais vous poser une question et je ne sais pas si vous pouvez d'ailleurs y répondre. Mais il y a quelque chose qui nous étonnait en préparant l'émission hier, c'est tout de même le chiffre que l'on annonce de manifestants. Est-ce qu'il est tout de même bien crédible que l'on dise qu'il y a eu 15 millions, comment les 17 millions de manifestants d'Égyptiens dans les rues, ce qui ferait un cinquième de la population grosso modo. Juste pour dire que, par exemple, le collectif, le mouvement Tamarod a collecté plus de 22 millions de signatures pour une présidentielle anticipée. Il faut savoir que c'est plus que le nombre d'électeurs de Morsi en juin 2012 qui en avait recueilli 13 millions. Bon, c'est peut-être anecdotique, mais quand même, cette question de chiffres, elle est crédible ou pas? Alors, c'est 15 ou 17 millions de gens dans la rue. Oui, c'est l'armée qui a d'entrée de jeu annoncé ce chiffre pour évidemment montrer qu'elle prenait les choses en main et que elle protégeait entre guillemets les intérêts des manifestants. Mais évidemment personne n'est dupe et bon, il suffit de se rendre place Tahrir pour voir que cette place, même s'il y a d'immenses avenues qui mènent à la place, ne peut pas accueillir plus de 500 000 personnes. Donc on est certainement très loin des chiffres. Même si on additionne avancés. toutes les places des grandes villes égyptiennes, on ne va pas arriver à 15 millions. Voilà, non. Ça a été une façon de dire pour l'armée, nous sommes le porte-voix voilà, de tous ceux qui manifestent. Voilà. Et que nous les protégerons et que nous redevenons légitimes, au fond, à assurer la souveraineté du pays. Ça fait dans le nouveau lexique politique égyptien depuis 2011, il y a de façon récurrente des manifestations millionnaires. Ouais. Donc on organise des millions de gens. Donc c'est le discours, il n'y a pas comme si le million était évidemment le garant de la légitimité et de la popularité du mouvement. C'est très difficile de savoir. Des amis égyptiens m'ont dit, mais si on arrive à évaluer par Google Earth, par des images satellites, etc., on ne le sait pas. Quelque part, peu importe. C'est voilà. le symbole du mot. Tamarod, en deux mots, c'est de là qu'est parti le mouvement de contestation. Alors Tamarod, c'est ce mouvement qui est né... Rébellion. Les rebelles, la rébellion, qui est née il y a quelques mois maintenant pour appeler donc, le 30 juin à une manifestation pour demander le départ de Mohamed Morsi. Ce qui a été très frappant, ce qu'on a vu en Égypte ces derniers mois, c'est qui venait signer cette pétition. C'est-à-dire que tous les jours, vraiment, on avait des amis qui nous disaient « Oh là là, ce matin j'ai vu un policier, ce matin j'ai vu un tel, j'ai vu des salafistes. » Et donc, on a vu que c'était un mouvement qui allait bien au-delà des cercles traditionnels, des cercles originels, j'allais dire, de la Révolution, de la société civile et des libéraux. C'est pour ça que la manifestation du 30 juin a été très impressionnante, c'est qu'on a vu effectivement s'agréger aux manifestants traditionnels des gens qui ne manifestaient pas jusqu'à présent et qui ne manifestent pas spécialement contre l'islam politique, mais qui manifeste contre la situation dans laquelle se trouve l'Égypte aujourd'hui, qui est une situation absolument cauchemardesque et qui impacte les gens dans les campagnes, dans les provinces et au-delà de toute catégorie sociale ou politique. Oui, nous arrivons au bout de la première partie, mais très vite, c'est une manifestation exactement qui porte sur quoi, encore une fois? Est-ce que c'est la gueule de bois de l'islam politique ou est-ce que c'est autre chose, Bernard Rougier? C'est pas l'islam politique en tant que tel. C'est exactement la situation autoritaire, la détérioration des conditions de vie, les promesses de la révolution qui ne sont pas remplies, la déception, les espoirs portés en Morsi. Une bonne partie de ceux qui manifestent ont voté Morsi contre le retour du régime antérieur. Donc c'est tout ça, c'est la vie en effet devenue insupportable qui est à l'origine de cette manifestation. Oui, je crois qu'on aurait tort de voir dans les affrontements un affrontement entre un camp laïque et un camp religieux. Et, c'est peut-être une des leçons des derniers événements qu'une partie croissante du camp religieux ne se reconnaît plus dans les frères musulmans et a participé aux manifestations aux côtés des libéraux et des laïcs. Nous est 8h17 lors de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. L'Égypte évitera-t-elle la guerre civile ? La polarisation entre les deux camps est extrême. Les frères musulmans arguent de la légitimité démocratique. Leur parti de la liberté et de la justice n'a-t-il pas devancé tous les autres lors des législatives de 2011 en remportant 38% des suffrages ? Mohamed Morsi ne l'a-t-il pas emporté au présidentiel de juin 2012 ? Les résultats du référendum constitutionnel de décembre dernier sur la Constitution sont moins clairs, disons. Mais les frères musulmans s'accrochent au pouvoir et disent qu'on ne réécrit pas les règles du jeu sous prétexte qu'on n'a pas été vainqueur.
Nos opposants sont de mauvaise foi, ils reçoivent de l'aide de l'étranger. Contre nous, s'est nouée une alliance de circonstances entre de jeunes voyous désœuvrés et sécularistes et des politiciens ambitieux dont certains ont trempé jusqu'au cou dans le régime de Moubarak. Que veulent-ils ? Faire revoter le peuple jusqu'à ce que nous ayons enfin perdu ? Ils ne respectent pas le suffrage populaire. En face, on maudit Morsi pour son échec économique. Les pénuries, les coupures d'électricité, le chômage minent le moral des Égyptiens. Le pays que les touristes boudent ne survit que grâce au FMI, à l'Union européenne, qui lui a alloué 6,5 milliards d'euros, et aux États-Unis, qui achètent ainsi la paix avec Israël. Le sectarisme, l'autoritarisme d'un pouvoir qui a un agenda secret et d'un président qui s'est accaparé le pouvoir judiciaire en sus de l'exécutif semble mener le pays sur la voie d'une dérive théocratique. L'Égypte s'enorgueillissait d'une coexistence relativement pacifique entre musulmans et chrétiens. Or, depuis que les islamistes sont au pouvoir, les coptes sont persécutés. Ils quittent le pays par centaines de milliers, comme autrefois les juifs. Et on excite les sunnites contre les chiites. 4 d'entre eux ont été récemment lynchés. Quoique désunie, l'opposition est persuadée de rejouer la pièce qui a abattu la statue du commandeur Moubarak en février 2011. Aucun des deux camps n'est prêt au moindre compromis. Chacun soupçonne l'autre de vouloir recourir à la violence et se dit prêt à verser son sang. Entre les deux, l'armée qui prétend ne pas vouloir jouer de rôle politique, mais qui a prévenu qu'elle ne laissera pas le pays tomber dans la guerre civile. L'armée qui n'a pas oublié le limogeage du maréchal Tantaoui et qui n'a jamais porté dans son cœur les frères musulmans. L'armée qui, le 23 juin, a donné une semaine aux civils pour trouver une solution politique à leur querelle et dont l'ultimatum de 24 heures au pouvoir actuel se termine aujourd'hui. L'armée qui laisse planer la menace d'une intervention directe dans le jeu politique alors que l'opposition exclut explicitement le coup d'État militaire. Alors certes, on le disait tout à l'heure, des millions d'Égyptiens, on ne sait pas combien, sont redescendus dans les rues de plusieurs grandes villes, mais que pense l'Égypte profonde ? Contrairement aux élites éduquées et occidentalisées des villes, elle n'a rien, elle, contre l'islamisation. Celle-ci avait commencé bien avant la victoire de Morsi. Mais elle constate que la situation économique du pays s'est dégradée, que la vie est encore plus dure pour l'immense masse des pauvres, que l'inflation est à 2 chiffres, que le revenu des ménages a baissé de près de 11% d'une année sur l'autre. Elle est sensible au slogan lancé par Mohamed El Baradei, « La charia, ça ne se mange pas ». 3 ministres des Finances se sont succédés en un an, aucun n'a convaincu. Dans le camp de Morsi, les désertions se sont multipliées, même son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Kamel Amr, a démissionné, mais la confrérie, les frères musulmans, est puissante, bien organisée, des décennies de combats clandestins l'ont rôdée, elle est d'autant plus dangereuse qu'elle a peur. Il n'y a pas de vraie solution institutionnelle, puisqu'en l'absence de la Chambre des représentants, c'est le Conseil de la Choura qui pourrait seul prononcer la destitution du président Morsi. Et dans la mesure où il est dominé par les islamistes, il n'y a aucune chance qu'il s'y résigne. Alors que peut faire l'armée ? Interdire toutes les manifestations afin d'empêcher les heurts entre pro et anti-Morsi ? Imposer un gouvernement d'unité nationale apolitique ? Déposer elle-même le président Morsi, élu ? Une sortie de crise acceptable par les deux parties serait un gouvernement dirigé par le chef des forces armées, Abdel Fattah el-Sisi, qui permettrait à Morsi de sauver la face, mais en est-on encore là, vu le discours qu'il a prononcé ce matin ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Alors, réactions, commentaires, désaccords éventuels, je ne sais, Bernard Rougier, Pierre-Jean Luizard Bernard Rougier ? Oui, un mot sur la sociologie égyptienne. Il est important de relever que le cœur de l'électorat de Morsi, notamment pendant la présidentielle, c'est la vallée du Nil. Et il est vrai qu'il y a des cars qui ramènent des manifestants dans la capitale. Les grandes villes, Le Caire, Alexandrie, Suez, Port Saïd, n'avaient pas voté Morsi au premier tour. Morsi avait eu un score autour de 20%. Ils ont voté paradoxalement, sauf Le Caire, Morsi au deuxième tour, au nom d'un contrat. Et c'est ça, et il considère que ce contrat n'a pas été respecté. Le contrat, c'est-à-dire de poursuivre la révolution, de libéraliser le système, de prendre en compte les revendications de la société civile, etc. Donc il y a, encore une fois, une déception par rapport à un contrat initial. Pour les frères musulmans, c'est le contraire. Il y a un mandat légal, constitutionnel, et ils ont la légitimité politique, et ils disent, attention, si Morsi démissionne, vous allez créer un précédent dont nous profiterons, vous, si vous avez un président de votre camp élu.
Est-ce que d'ailleurs il n'y a pas une petite contradiction dans les commentaires que nous pouvons faire, nous, vus d'ici, nous réjouissant au fond d'une réactivité du peuple égyptien, constatant une sorte de désillusion, de désamour avec la question des frères musulmans et du président Morsi, mais après tout, on s'était réjoui que le président Morsi soit élu tout à fait démocratiquement. Alors est-ce qu'on va pas un peu vite en besogne, hein? Et est-ce que si l'armée faisait un coup de force contre Morsi, il n'y aurait pas une espèce de double bind, Claude Guibal, sur l'idée nécessairement les puissances étrangères devraient condamner un coup de force de l'armée, destituer un président démocratiquement élu. Enfin, ça devient... Oui, il y a déjà des diplomates qui se questionnent en tout cas là-dessus, certains diplomates évoquent, quand on discute avec eux, de possibles sanctions internationales. C'est vrai que c'est un cas extrêmement difficile. Et il faut se demander, la question peut se poser, est-ce qu'on n'est pas dans un déni de démocratie quand la première fois qu'un président élu démocratiquement en Égypte ne convient pas? Alors quand on pose la question aux révolutionnaires et aux gens qui sont dans la rue en ce moment en Égypte, ils disent attendez, ne prenez pas 14 millions de personnes pour des imbéciles, on n'est pas nécessairement les jouets de l'armée, ils vont vous parler de l'impeachment Nixon ou de procédure. Le problème c'est que là on n'est pas dans une procédure, on est dans une procédure prévue, on est dans un cas où l'armée demande à Mohamed Morsi de répondre à la rue. À la décharge de Mohamed Morsi, c'est vrai qu'il hérite d'une situation quand il prend le pouvoir concrètement la situation économique, il n'a rien aidé pour l'améliorer, voilà. Mais elle était déjà catastrophique et celui qui allait prendre la suite de Moubarak allait être face à un défi énorme. De toute façon. Alors sur toutes ces questions, Pierre-Jean Luizard. Oui, je crois qu'il faut se méfier de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Alors c'est vrai qu'on s'est félicité du caractère démocratique des élections qui ont abouti à l'élection du président Morsi. Et aujourd'hui, je mettrai en garde contre toute tentative de diabolisation des frères musulmans. Il n'y a pas de parallèle à faire entre le régime autoritaire de Moubarak et celui de Morsi pour la simple raison que Morsi n'avait pas entre les mains les principaux leviers du pouvoir. Les plus grandes, les institutions les plus importantes du pays, l'armée, la magistrature, la police, sans parler du monde de la culture, lui étaient hostiles et il ne les contrôlait pas. Il suffit de voir, par exemple, la politique étrangère. Il a quand même démis ses fonctions la directrice de l'Opéra du Caire. Hein. Il y a quoi il y a eu quelques coups, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une frérisation de l'État égyptien. Morsi s'est retrouvé donc avec des manettes du pouvoir qu'il ne contrôlait pas, et les frères musulmans s'en sont satisfaits parce qu'ils voyaient une revanche historique. Ils se sont situés dans une perspective historique sans se rendre compte que finalement cette revanche, elle s'adressait à une société qui n'était plus la même. Hein. Voilà, aujourd'hui, ils sont confrontés à une base sociale, notamment chez les jeunes, qui a évolué et qui ne répond plus à la conception pyramidale du pouvoir qui était celle de leur génération. Voilà. Est-ce qu'il faut se faire l'avocat du diable? Si j'ose dire, Bernard Rougier, Morsi est-il incompétent ou a-t-il tout de même hérité d'un pays totalement en friche, hein? On peut donner quelques chiffres. Les réserves de devises ont chuté en 2 ans et sont passées de 36 à 13 milliards de dollars. La livre égyptienne est en baisse. Les produits alimentaires sont tous en hausse et la pauvreté du pays endémique reste très importante. Hein. Il a été élu démocratiquement, mais sa pratique n'a pas toujours été très démocratique. Alors, c'est ça le problème. C'est parce que d'abord il passe des lois sur la base d'un corps législatif qui est le Majlis Ashura, qui est le Sénat, si vous voulez, qui a été élu par moins de 7% du corps électoral et dans lequel son parti a la majorité absolue. Il a mis en place une constitution qui présente des aspects extrêmement dangereux parce que ça institutionnalise le processus d'interprétation de la charia qui est confié à une instance de l'université d'Al-Azhar qui va devenir un lieu de pouvoir. Donc il y aura un processus constitutionnel d'interprétation qui va doubler l'Assemblée nationale et qui pourra éventuellement la sanctionner. Il n'a pas cherché le consensus politique. Il a cherché à bâtir un régime en cooptant des gens de l'ancien régime parce dont il accuse actuellement d'être il les accuse actuellement d'être derrière les manifestations ou de chercher à déstabiliser la situation, mais lui a coopté des hommes d'affaires de l'ancien régime, donc ça au nom du réalisme. Il a aussi coopté des policiers de Moubarak et il n'a pas réformé la police, il n'a pas voulu réformer la police. Il a cherché à... certes, il n'a pas... je suis d'accord avec Pierre-Jean Luizard, il n'a pas frérisé l'État parce qu'il ne peut pas le faire, mais dans les secteurs où il peut intervenir, dans le ministère des biens de main morte, par exemple, c'est-à-dire les ministères religieux, il y a eu des centaines de nominations de nouveaux imams qui étaient beaucoup plus en phase avec le pouvoir. Dans le secteur des médias publics, il y a des pressions qui sont faites évidemment sur les journalistes.
exactement comme à l'époque de Moubarak, c'est-à-dire c'est des CDD, les journalistes ont des contrats à durée déterminée, plus des primes, et s'ils ne collent pas à l'idéologie au pouvoir, ils n'ont pas les primes, et le CDD n'est pas renouvelé. Il y a des départs à la retraite, donc il y a quand même des choses qui n'inspirent pas confiance. Voilà, et c'est l'une des raisons du malaise. Et puis un décret de constitutionnel le 22 novembre 2012, donc il y a une pratique autoritaire qui ressemble à l'ancien régime, qui n'en a pas les moyens, et qui crée le mécontentement. Le Figaro du 30 juin faisait état d'un rapport de diverses ONG locales, par exemple dans l'Institut du Caire, pour dire tout de même que sur la question des droits de l'homme, la torture en prison, l'arrestation arbitraire d'activistes et des pressions exercées sur les journalistes sont restés les mêmes que ceux du temps d'Hosni Moubarak. Pierre-Jean Luizard. Je reviens sur la question du contrôle par la présidence de la République égyptienne des forces de sécurité et des forces de répression. Très souvent, on a attribué au président Morsi des activités de répression effectivement condamnables, mais qui n'étaient pas de son fait. Il suffit de voir que la police ait assisté, l'arme au pied, à la mise à sac des sièges des frères musulmans. On est, si vous voulez, dans une situation où la société égyptienne aujourd'hui ne se reconnaît plus dans l'exercice du pouvoir tel qu'il a été pratiqué pendant des siècles, et c'est probablement là la plus grande faiblesse de Morsi, c'est que lui appartient à une ancienne génération qui n'a pas compris qu'aujourd'hui il y a un nouvel acteur, c'est la société civile égyptienne. Brice Couturier. Je voudrais parler un peu du contexte international dans lequel ça se produit, ces affaires. Le pouvoir actuel islamiste, comme beaucoup de pouvoirs islamistes, comme en Turquie par exemple, est conservateur sur le plan des mœurs, il est libéral sur le plan de l'économie, il ne remet pas en cause le traité de paix avec Israël, et on a bien vu que tout ça satisfaisait pleinement les Américains qui continuent leur aide, en particulier à l'armée égyptienne qui ne vit en réalité que grâce aux subsides américains. On voit là dans les manifestations populaires aujourd'hui dans les grandes villes égyptiennes que le portrait de l'ambassadrice américaine sur place au Caire, Anne Patterson, est brandie par les manifestants qui la traitent de Haïzaboun, ce qui veut dire, paraît-il, quelque chose comme vieille harpie. Est-ce que vous ne pensez pas que les Américains, Obama en particulier, ont fait un mauvais choix en soutenant les frères musulmans, en pensant que c'était un régime conservateur et donc relativement ami, et qu'ils ne risquent pas de se retrouver pris à contre-pied si l'armée renverse le régime et met l'opposition à sa place? Pierre-Jean Luizard. Le principal interlocuteur des Américains en Égypte, c'est l'armée. Ce n'est pas ni les frères musulmans, ni l'opposition. L'armée est l'institution sur laquelle les Américains comptent, et notamment dans ce qui est le plus important aux yeux des Américains, c'est-à-dire le traité de paix avec Israël. Donc le pouvoir civil, pour eux, c'est secondaire, vous pensez? Alors, je remarque quand même que les bons conseils du président Obama en disant au président Morsi que les élections ne font pas automatiquement la démocratie, il aurait pu ajouter aussi le fait que l'armée soit un État dans l'État ne fait pas non plus un régime démocratique. Mais là, il n'a rien dit. Claude Guibal. Oui, moi je suis quand même frappée de voir aujourd'hui quand même ces Égyptiens qui sont, on le sent, depuis 2 jours, depuis l'intervention de l'armée, face à un dilemme. Ils ont bien conscience que, avec le cours des choses, ils en viennent à relégitimer l'armée en tant que puissance dirigeante, alors que cette armée avait été renvoyée dans ses casemates il y a un an. C'est très difficile d'imaginer ce qui peut se passer pour eux. Aujourd'hui, quand on voit, on entendait tout à l'heure le blogueur Alain Moissef que l'on sentait réjoui de la tournure des événements et qui lui-même réclamait le départ de l'armée l'an dernier. Il y a vraiment, on le voit, ce paradoxe. Aujourd'hui, ce qu'il y a quand même de très 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 inquiétant, c'est que il y a une situation économique qui est tellement catastrophique, il y a une polarisation de la société qui est telle qu'il est très difficile d'imaginer ce qui peut se passer dans les heures qui viennent, d'autant que chacun s'est radicalisé au point que dans les meetings des frères musulmans hier, on donnait des noms, on jetait en pâture des gens. Il y a quelques jours, Mohamed Morsi lui-même, en faisant son discours, une intervention à la télévision, lui-même allait jusqu'à nommer des figures de l'ancien régime, des figures libérales comme étant les responsables d'un enlisement révolutionnaire.
Et on voit une société qui aujourd'hui, alors j'ose espérer que le mot de guerre civile est exagéré, mais c'est quand même un mot qu'on entend répéter fréquemment. Est-ce que ce risque existe ou non? On sait que dans la feuille de route que notamment Al-Aram publie de l'armée, il s'agirait de suspendre, mettons du conditionnel beaucoup, mais de suspendre notamment les institutions. Est-ce que les gens qui manifestent tous comme un seul homme dans la rue sont-ils prêts tout de même après tout, à travailler pour une coalition ou quelque chose qui fédérerait l'arrivée d'un nouveau pouvoir? Mais est-ce que ce risque de guerre civile, pour vous, est réel? Bernard Rougier. Selon moi, oui. Il est réel. Oui. Parce que vous évoquiez Mohamed El Baradei, l'un des problèmes... Voilà, il faut l'évoquer davantage. Le retour tout d'un coup sur la scène égyptienne. Sauf qu'il a très peu d'autorité sur le mouvement de contestation. Mais comme il avait eu peu d'autorité au fond sur le processus des élections et de la révolution. Absolument. C'est un mouvement qui n'a pas de leader. Le Front du Salut National, on va dire les élites, la coalition d'élites libérales, plus ou moins libérales du reste, qui prétend parler au nom du mouvement, n'incarne pas le mouvement. Le mouvement s'est fait sans eux. Ils l'accompagnent, à défaut d'en être les responsables. Donc c'est un mouvement d'une partie de la société contre le pouvoir et la situation qui n'est pas dirigé. Donc qui pourra parler au nom de ce mouvement? Ce que va probablement chercher à faire Morsi, c'est, s'il est tacticien, il va essayer de les diviser. Une partie, si jamais Mohamed Baradei ou les élites libérales s'accordent sur un agenda type élection législative, gel de la Constitution, une partie des manifestants n'accepteront pas ça, et notamment les jeunes du 6 avril qui sont à l'origine du mouvement de rébellion et de la pétition. Donc c'est une dynamique qui n'est pas contrôlée. Et de l'autre côté, il y avait quelque chose. Heureusement, dans le discours de Morsi, il y a eu un moment l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait un djihad d'une partie du peuple musulman contre l'autre partie du peuple musulman. Et là, il s'adressait à ses partisans qui ont commencé à faire des déclarations d'excommunication, de takfir contre les manifestants, en essayant de placer l'opposition, les islamistes, contre les laïcs ou contre les non-musulmans dans leur discours. Ce qui est évidemment extrêmement dangereux. Là, Morsi a vu ce risque. Il leur demande de ne pas prononcer un djihad contre le reste de la société. Mais dans la rue, les discours sont terriblement violents, les caricatures sont très violentes, les accusations réciproques ne laissent rien présager de très bon. Voilà. Pierre-Jean Luizard, le retour, le recours ou non, Mohamed El Baradei, c'était une espèce de fumée étrange, ou est-ce qu'il y a une crédibilité à ce que tout d'un coup ce nom revienne sur la scène égyptienne? Bien, Mohamed El Baradei est surtout connu sur la scène internationale. Il a été beaucoup moins en Égypte pendant très longtemps. Il entend aujourd'hui représenter un mouvement, et c'est peut-être là la principale inconnue, qui n'a pas de traduction politique, parce que finalement, aujourd'hui, les manifestants se retrouvent unis pour dire quoi? Erhal, dégage. Mais ensuite, le problème, c'est que ces mouvements issus de ces nouvelles expressions de société civile émergente ont des traductions politiques très difficiles. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de leader. Les sociétés civiles sont... Tamarot, ça veut dire quoi? Tamarot, c'est la rébellion, mais ça n'est pas un projet politique. On ne sait pas. Et donc, on en est réduit à tenter d'identifier les protagonistes. Et effectivement, il y aurait un très grand danger à ce que les frères musulmans réussissent à incarner une opposition religieuse, un camp religieux face à un camp laïque, alors qu'on est face à quelque chose de tout à fait différent. Il y a des islamistes dans les deux camps et il y a des libéraux dans les deux camps, et chaque camp doit balayer devant sa porte, parce que, encore une fois, la mainmise de l'armée, la récupération faite par l'armée sur le mouvement actuellement en cours est un danger aussi grand, à mon avis, que l'autoritarisme présumé du président Morsi. Pour essayer de comprendre, encore une fois, et de revenir sur ce rôle de l'armée et faire des comparaisons, alors est-ce qu'elles sont justes ou pas? Est-ce qu'on peut comparer l'armée en Égypte un peu comme on comparerait l'armée en Algérie, par exemple? Est-ce que c'est un peu du même ordre, savoir détenir le pouvoir, mais détenir surtout les infrastructures routières, énergétiques, pétrolières, touristiques, enfin de posséder grosso modo, on va dire, le pays en schématisant un peu. Pierre-Jean Luizard, est-ce que c'est différent? C'est ce qu'on appelle un peu la tradition mamelouk, c'est-à-dire les États arabes issus du démembrement de l'Empire ottoman ont conservé donc cette tradition qu'on a vue à l'heure avec les jeunes Turcs, donc dans l'Empire ottoman finissant, qui accorde à l'armée donc le rôle de
de gardien des intérêts supérieurs de la nation, et également qui donne à l'armée un rôle politique, et souvent un rôle qui a été conçu un peu sur le modèle de ce que faisaient des élites éclairées, inspirées des lumières européennes. C'est ce qu'on a vu avec les jeunes Turcs, et ce sont des idéaux, un peu le despote éclairé. Ce sont un peu des idéaux qu'on a retrouvés ici et là, que ce soit en Syrie, en Algérie, et en Égypte, face à des mouvements religieux. Et ça a été au nom de ces idéaux, entre guillemets, éclairés, que Nasser, d'ailleurs, s'est opposé de façon radicale et extrêmement violente aux frères musulmans. Idéaux éclairés, on pourrait dire aussi une sorte de cynisme. Il s'agissait tout de même de s'acheter, au fond, la bienveillance de l'armée en leur donnant une grande part du pouvoir économique. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Des dirigeants comme Nasser et comme Bourguiba en Tunisie ont illustré tout à fait cette contradiction, c'est-à-dire, à nos yeux, c'est-à-dire de dirigeants qui à la fois avançaient sur un terrain qui était celui de l'émancipation relative, par exemple, des femmes, mais tout ça était lié à un régime extrêmement autoritaire dont les principales victimes, il faut le dire, étaient l'opposition de gauche et surtout aussi le mouvement religieux. Claude Guibal. On voit dans tout ce processus vraiment la centralité de l'armée en Égypte. L'armée qui est vraiment la colonne vertébrale de ce pays. Vous l'avez rappelé au minimum depuis 1952 avec la prise du pouvoir par les officiers libres. Il faut rappeler quand même que tous les présidents de la République égyptienne depuis le coup d'État des officiers libres ont été des militaires, à l'exception de Mohamed Morsi. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe en Égypte, c'est que les Égyptiens se retrouvent à nouveau face au choix qu'on avait qualifié il y a un an de choix entre la peste et le choléra au moment de l'élection présidentielle, à savoir de devoir choisir entre les deux legs, finalement, les deux marqueurs qui restent de la période pré-révolutionnaire, à savoir l'armée et les islamistes. Pourquoi ? Parce que justement, vous parliez tout à l'heure de Mohamed El Baradei, si la révolution égyptienne est dans cette période de chaos actuellement, c'est très certainement la faute de Morsi et surtout derrière lui des frères musulmans, parce qu'il faut quand même avoir conscience que Morsi n'est que la vitrine de ce mouvement et que c'est la confrérie qui gouverne. Mais c'est aussi parce que l'opposition égyptienne a sa part de responsabilité dans l'immaturité dont elle a fait preuve pendant ces 2 ans de processus révolutionnaire, où elle n'a pas été capable d'offrir un front uni suffisamment fort au moment clé de son histoire. Aujourd'hui, on demande à nouveau à Mohamed El Baradei, cette opposition demande à nouveau à Mohamed El Baradei de l'incarner, ce front du refus. Le problème, c'est que Mohamed El Baradei souffre depuis son retour en Égypte il y a 3 ans d'un manque de popularité, d'un manque de légitimité. C'est-à-dire qu'il est populaire là, en Occident. Il est très populaire chez nous. C'est quand même l'homme qui a toujours placé le meilleur diagnostic, posé le meilleur diagnostic sur l'état de l'Égypte. Mais Mohamed El Baradei est un homme d'absolu, c'est-à-dire qu'on... il est prix Nobel de la paix en 2005. Il n'a pas grand-chose à gagner, en tout cas au niveau de son ambition personnelle, et on ne connaît pas ses ambitions. C'est souvent ce que les gens lui reprochent en disant il n'a pas envie du pouvoir, on ne sait jamais, il dit oui, il dit non. Ce qu'il y a, c'est que Mohamed El Baradei, chaque fois qu'il a été appelé à prendre des hautes fonctions, a toujours dit qu'il ne le ferait que si on lui donnait les coups des franches. Et c'est pour ça qu'il a toujours refusé. C'est pour ça qu'il a refusé de participer à des processus d'élection où il sentait que le jeu n'était pas ouvert et le jeu n'était pas clair. Aujourd'hui, Mohamed El Baradei, même si on lui demande de venir en sauveur, il ne prendra pas les rênes d'un gouvernement éventuel s'il n'a pas les coups des franches face à l'armée. Sur cette question, Bernard Rougier, donc. Oui, 2 choses. D'abord, en effet, c'est un mouvement social qui n'arrive pas à avoir une traduction politique. Et ça, c'est un problème central. En gros, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de personne politique qui a une dimension. Non, parce qu'il n'y a pas encore de parti de masse, parce qu'il n'y a pas d'organisation. Il y a aussi un effet pervers des réseaux sociaux qui ont une très forte capacité de mobilisation, mais qui ont aussi du mal, par nature, à traduire leur capacité technologique, réseaux sociaux, sensibilité
sensibilités, etc., en mouvement politique organisé. Et il n'est même pas sûr qu'ils le souhaitent. Donc, et si demain il y a des élections législatives, il est encore possible que les frères musulmans gagnent ces élections. En revanche, s'il y a des élections présidentielles, ils perdront les élections. Ça, c'est une certitude. Et c'est la raison pour laquelle ils demandent, évidemment, l'opposition demande des élections présidentielles anticipées. Ils les perdraient très probablement. Tout comme ils gagneraient très probablement les élections législatives, parce qu'à ce moment-là, les opposants se présenteraient en ordre dispersé. La technicité du scrutin favoriserait une nouvelle fois l'organisation des frères musulmans qui a un électorat compact, on va dire. Et donc, on a toujours ce décalage entre la rue et la scène politique, et ce décalage est de plus en plus profond, et c'est ça qui nourrit l'inquiétude sur l'avenir. Sur le rôle de l'armée, c'est évident, elle a un empire économique, dans la Constitution, elle est parvenue à immuniser son budget contre tout contrôle parlementaire. On connaît des ministres en France qui aimeraient immuniser leur budget de la même manière. Sans doute. Mais paradoxalement, à l'époque de Moubarak, elle s'est aussi finalement associée au mouvement révolutionnaire parce que la police, le ministère de l'Intérieur était devenu trop puissant. Et s'il y a une grille de lecture possible qui a été faite par un historien égyptien sur l'histoire politique de l'Égypte depuis 1952, c'est cet affrontement latent entre la présidence et les instruments de sécurité et le ministère de l'Intérieur d'un côté, et l'armée de l'autre. Quand l'armée intervient, quand tout à coup la présidence et le ministère de l'Intérieur deviennent trop puissants. Donc c'est pour ça qu'elle est intervenue en 2011. Elle intervient donc pour maintenir ses prérogatives et ses intérêts en Égypte. Alors, il ne s'agit pas de jouer les Madame du Soleil ou la boule de cristal, mais que pensez-vous, Tolom, qui puisse arriver au stade où on en est là? C'est quand même tout ça est quand même très très incertain. Pas de coup d'État des militaires tout de même. S'il y avait un coup d'État, ça ne marcherait pas. Un coup on dit ou guerre civile ou coup d'État. Oui, moi je pense que ce qui est fascinant dans la situation égyptienne actuelle, c'est qu'elle renvoie à des choses du passé, hein, l'armée, les frères musulmans, qui correspondent en gros quand même à des enjeux qui semblent aujourd'hui dépassés par l'émergence de choses que nous connaissons également aussi en Europe, hein, c'est-à-dire de l'émergence de mouvements inorganisés issus d'une société civile plurielle qu'il est très difficile de concevoir sur un mode politique, mais qui s'exprime sur un mode sociétal, hein, avec des oppositions culturelles qu'on a pu voir en France à l'œuvre au moment, par exemple, des manifestations contre le mariage gay. Et c'est ça qui rend très difficile de prévoir l'avenir en Égypte, c'est qu'on a effectivement des institutions fortes qui sont aujourd'hui contestées par des mouvements sociétaux de fond, mais dont on ne voit pas aujourd'hui quelle forme politique il faut prendre, et il faut bien que ces mouvements s'institutionnalisent à un moment donné, parce que les individus en tant que tels n'ont pas de poids. Brice Couturier. L'Égypte a un rôle leader dans le monde arabe. Ouais. C'est le plus grand pays du monde arabe, c'est le plus avancé en bien des domaines. Quel est l'effet produit dans d'autres pays qui ont connu les mêmes problèmes? Et je pense en particulier à la Tunisie. J'en parlais avec des amis tunisiens pas plus tard qu'hier, qui me disaient ça a un effet énorme chez nous, parce que nous aussi, nous avons élu des islamistes parce que nous n'avions rien d'autre à disposition en réalité. Et nous aussi, nous sommes déçus parce que sur le plan économique, ils ne réussissent pas, et qu'en plus, ils ont laissé des salafistes s'infiltrer dans la société civile et jusque dans l'appareil d'État, qui nous inquiètent. Or, on voit les mêmes processus à l'œuvre en Égypte. Quel effet ça a sur le reste du monde ? Plus la question de la Constitution, plus aussi les questions pendantes de la Constitution de part et d'autre. C'est comparable la situation. Donc la résolution de la situation égyptienne aura inévitablement des effets en Tunisie même et ailleurs. Oui, Bernard Rougier. Oui, et l'enjeu, là c'est vraiment l'enjeu est considérable, parce que c'est une expérience de liberté qui doit, à un moment ou à un autre, se transformer en expérience démocratique. Et il faudra bien, oui, quand même. Parce que s'il y a un échec, s'il y a une guerre civile, s'il y a un coup d'État, s'il y a un chaos généralisé, la leçon qui va être tirée à côté dans les autres États arabes, c'est de dire finalement, la liberté, c'est l'anarchie et le chaos. Il faut quand même de la croissance économique, il faut quand même que la société puisse fonctionner. Donc, il faut un pouvoir autoritaire. Mais pire que tout, pardon, je vous coupe, ça légitimerait totalement une position comme celle de Bachar al-Assad.
Oui, absolument. Alors que ce qu'on voit, puisque la propagande de Bachar, c'est de dire au fond, vous voyez, c'est moi ou les islamistes djihadistes, coupeurs de tête, etc. Et c'est que cela que dont n'est pas la rébellion par les armes en Syrie. Oui, alors que l'exemple égyptien est encore très riche, puisqu'il, en quelque sorte, il infirme tous ceux qui ont dit, vous voyez bien, les islamistes récupèrent les révolutions arabes, c'était les idiots utiles des islamistes. On a entendu ça quand même pendant 1 an et demi ici. Or, c'est faux. On le voit bien. Les mobilisations est telle qu'on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué et que c'est aussi un style de pouvoir qui est refusé au-delà d'une idéologie. C'est pas l'islamisme en tant que tel, c'est pas une opposition philosophique. Vous avez parmi les très nombreux manifestants des filles qui portent le hijab, voire des filles qui portent le niqab. On a les salafistes qui sont extrêmement perturbés face à... L'une des raisons, et c'est très intéressant... Attendez, c'est quoi leur slogan à elles ? Leur slogan à elle, c'est de dire... La fille qui porte le niqab, elle dit quoi ? Je vais vous le dire tout de suite, c'est très simple. Le slogan à elle, c'est de dire « Je suis musulmane et vous n'avez pas de leçon à me donner sur mon appartenance. Vous n'avez pas le monopole de l'islam. » C'est ça qui est dit. Et ça, c'est très fort. Et c'est la référence islamique, vous n'en détenez pas la clé. Nous sommes autant musulmans que vous, et c'est pas à vous de nous donner le label de croyants ou de non-croyants. Ce qui est propre d'ailleurs de la religion musulmane, effectivement, de ne pas accepter un intercesseur, quel qu'il soit, y compris sur la question politique. Et dans les milieux très pauvres, en zone urbaine, qui n'ont pas voté Morsi, qui ne sont pas les plus pauvres, je parle dans les grandes villes, ne sont pas islamistes. Il y a l'idée, on a fait des études très longues chez les femmes, on a fait des études très longues, on veut travailler, on ne veut pas rentrer à la maison. Elles perçoivent les frères musulmans et certains soutiens salafistes des frères musulmans comme étant conservateurs, hostiles au travail des femmes. Et donc, elles, à tort ou à raison, c'est comme ça qu'ils sont perçus, et elles considèrent que l'investissement considérable de leurs parents pour qu'elles fassent des études doit leur permettre la liberté de travailler. Donc elles ne veulent pas qu'on dicte le contenu de leur appartenance religieuse et leur activité sociale. Mais alors, peut-être une minute d'angélisme, parce que vous êtes en train de définir, au fond, quelque chose qui voudrait dire qu'au fond, une jeune femme qui porte le niqab et une jeune femme qui ne le porte pas, mais qui demande des réformes, ou qui demande en tout cas que la situation s'améliore au niveau économique et politique, est-ce que ça veut dire qu'elle serait sur la voie, on ne va pas parler de laïcité, parce que chaque fois, c'est quand même toujours à côté, mais sur la voie, au fond, de quelque chose qui ressemblerait à une demande de sécularisation. Pierre-Jean Luizard. Oui, tout à fait. Et c'est pour cela que la situation en Égypte est aujourd'hui tout à fait centrale pour l'ensemble du monde arabe et du monde musulman. C'est qu'on a effectivement des questionnements communs en matière de droits de l'homme, d'égalité entre les hommes et les femmes, en matière de reconnaissance des droits des uns et des autres, qui sont tout à fait communs. Et c'est peut-être une différence avec la Tunisie, où là, on voit peut-être que l'Égypte est justement relativement en avance sur un clivage laïque religieux qui est quand même fondateur aujourd'hui, hélas, des antagonismes en Tunisie et qui masque justement l'aspect commun qui peut résider dans des revendications dans lesquelles chacun pourrait se reconnaître. Ce qu'on voit tout à fait aujourd'hui en Égypte, puisque à travers par exemple le féminisme islamique, qui est aujourd'hui une valeur revendiquée par de nombreuses jeunes femmes musulmanes, on voit que c'est le patriarcat qui, d'une certaine façon, est représenté par les frères musulmans, qui est remis en cause au nom d'une vision de l'islam qui n'a plus rien à voir avec celle qui était en vigueur dans les générations précédentes. Nous arrivons à la conclusion quasiment. Claude Guibal. Oui, en quelques mots, ce qui me frappe, moi, c'est que se joue absolument au-delà des frontières de l'Égypte en ce moment quelque chose de fondamental pour l'avenir de l'islam politique, tel que les frères musulmans. Et les frères musulmans, ce sont un mouvement qui va bien au-delà des frontières de l'Égypte, ce que les frères musulmans incarnaient. Ils sont attaqués par leur pratique, à cause de leur pratique autoritaire du pouvoir. Ils sont attaqués sur leur volonté d'islamiser à marche forcée la société. Ils sont attaqués aussi sur ce qui faisait leur essence et ce qui a fait leur popularité. C'était leur dimension sociale, caritative, etc. Ils montrent, les frères musulmans aujourd'hui, qu'à l'exercice du pouvoir, ils ne valent pas mieux que les autres, et voire pire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... Parce que je dis voire pire, je vois Pierre-Jean Luizard qui a son sourcil. Pire parce que la situation fait qu'aujourd'hui, n'importe qui aurait été effectivement au pouvoir en Égypte, ressenti comme pire. Mais c'est ressenti comme pire. En tout cas, ils déçoivent. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer et qui aura des conséquences bien au-delà de l'Égypte. Alors, c'est tous disputés.